l'influence d'une hausse générale du niveau des prix sur la consommation. En général, forcément. Alors, c'est évidemment, vous l'aurez compris, l'influence de l'inflation sur la consommation, puisque le niveau général des prix, c'est ce qu'on appelle communément l'inflation. Alors, il y a plusieurs cas de figure que l'on doit mentionner. D'abord, donc tout va reposer sur la perception des ménages, en fait. Si les ménages perçoivent une inflation violente et durable, qu'est-ce que ça veut dire violente? C'est-à-dire que le taux d'inflation est élevé. Au-delà, on pourrait estimer, par exemple, en ce moment, au-delà de 3% ou de 2%. Là, on commencera à considérer que l'augmentation des prix est importante, mais surtout durable. C'est-à-dire que le consommateur, il ne voit pas le rétablissement de la situation arriver. Il pense que les prix vont continuer d'augmenter. Il ne comprendrait pas pourquoi les prix s'arrêteraient d'augmenter, si vous voulez. Donc, il se place dans une atmosphère où, de toute façon, les prix vont progresser d'une manière relativement durable. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il perd du pouvoir d'achat. À revenu égal, si les prix augmentent en permanence, il perd du pouvoir d'achat, donc il perd de la richesse. Donc, pour éviter cela, eh bien, il va développer ce qu'on appelle un comportement de fuite devant la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie va lui brûler les mains et il va la dépenser tout de suite. Et que s'il fait ça, il est rationnel. Parce que jamais il ne pourra avoir autant de biens que sur le moment présent. Dans 2 jours ou dans 1 mois, ça dépend du rythme de l'inflation, les prix auront augmenté et il aura nécessairement une quantité inférieure de biens. Donc très rationnellement, il va chercher à dépenser un maximum de son revenu le plus rapidement possible. Autrement dit, il ne va pas épargner, il a raison, parce qu'on sait très bien que l'inflation détruit l'épargne. Donc, voilà ce qui peut se passer quand il y a cette perception de l'inflation. Mais, à l'inverse, on peut avoir la perception d'une inflation conjoncturelle. Par exemple, on va remarquer que les prix de l'agroalimentaire ont flambé cet été, parce qu'il y a une sécheresse relativement forte, et donc il y a une pénurie de produits. Ça a augmenté les coûts de production des agriculteurs. Bref, on peut l'expliquer par différentes raisons. Et donc, toute la famille des produits agroalimentaires a vu ses prix augmenter. Mais le consommateur, une fois qu'il a compris ça, l'origine de cette inflation qu'on lui a expliqué, il se dit, mais cet hiver, les conditions climatiques vont se rétablir, et donc, la production va redevenir normale, et donc, les prix vont baisser. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait, le consommateur? Soit il maintient sa consommation, si l'inflation n'est pas trop violente, il se dit, pendant 3 mois ou 6 mois, je vais peut-être accepter de payer un peu plus cher, c'est pas grave. Soit, il va avoir un comportement d'attente. En se disant, si j'attends dans 6 mois, les prix se seront calmés, et effectivement, je pourrai bénéficier de tarifs plus attractifs. Et c'est notamment vrai pour les biens durables. L'exemple de l'agroalimentaire, il a quand même une limite, c'est qu'on ne peut pas différer sa consommation éternellement dans le temps, il faut quand même se nourrir pour survivre. Mais sur la consommation d'automobiles, de mobilier, de produits électroniques, évidemment qu'on peut attendre. Donc tout dépend, vous voyez, il n'y a pas de recette particulière, on peut pas dire à l'avance ce que l'inflation, à un moment donné, va provoquer en termes de comportement du consommateur. Parce que vous voyez qu'il peut y avoir des comportements extrêmement différents. On peut juste supposer. Et les observateurs, dans ces cas-là, disent, est-ce que, finalement, là, une vague d'inflation, vous avez entendu parler de la hausse des prix des matières premières, notamment, c'est à nouveau, pourtant on est en récession, mais il y a une telle tension sur certaines matières premières qu'il y a une hausse des prix, et les économistes sont toujours en train de se demander, est-ce que finalement, ça va rationner la consommation des Français ou non. Donc on est très pragmatique par rapport à la réaction des consommateurs sur ce type de choc. Donc, encore une fois, ça dépend de la perception de la situation et des anticipations des consommateurs. Vous comprenez? C'est 2 choses différentes. La perception, c'est comment je perçois l'inflation, est-ce qu'elle est violente, pas violente, et l'anticipation, c'est est-ce que cette inflation que je perçois, elle va durer vitam aeternam ou elle va être circonscrite dans le temps. Et évidemment, ça change tout.
Autre cas particulier, l'influence de la variation du prix d'un bien sur la consommation d'un bien complémentaire. Alors, par exemple, j'ai pris comme exemple le carburant et une automobile. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'impact d'une hausse du prix du carburant sur les ventes d'automobiles? Et on sait que, évidemment, qu'il y a un impact. Donc, la variation du prix d'un bien n'influe pas que sur ce bien, mais sur les biens complémentaires, c'est-à-dire qui sont nécessaires à l'utilisation du premier bien. C'est ça un bien complémentaire, on est obligé de consommer ce bien-là pour être en mesure de consommer le premier bien dont on parle. On ne peut pas consommer l'un sans l'autre. C'est ça l'idée. Vous comprenez bien qu'une automobile avec le réservoir vide, ça ne sert à rien, et qu'un jerrycan d'essence sans automobile, ça ne sert pas à grand-chose non plus. C'est la complémentarité où effectivement les deux auront une utilité pour nous transporter. Alors, l'influence de la variation du prix d'un bien sur la consommation de biens de substitution. Oui, alors on n'a pas apporté la réponse, pardon. J'ai oublié de vous apporter la réponse. Qu'est-ce qui se passe sur deux biens complémentaires? On s'aperçoit, dans le cas de carburant et des automobiles, que quand le prix du carburant augmente progressivement, ça peut être assez fort au bout d'un moment, progressivement, il y a zéro modification du comportement d'achat des automobiles. Par contre, quand le carburant va augmenter violemment, brutalement, style prendre 30 ou 40% d'augmentation en quelques semaines, là, on s'aperçoit que généralement, il y a un impact sur la vente d'automobiles. Alors, un impact global, les gens vont acheter moins d'automobiles, mais aussi à l'intérieur du marché automobile, un impact sur le type d'automobile acheté. On va s'apercevoir que, tiens, tout d'un coup, on achète plus les petits modèles. Tiens, tout d'un coup, on va plus acheter des motorisations GPL ou des motorisations hybrides. Donc ça va modifier aussi le comportement du consommateur dans la famille automobile. C'est extrêmement important, ça. Alors, autre influence, l'influence d'une variation du prix d'un bien sur la consommation de biens de substitution. Donc le bien de substitution, je vous rappelle, c'est un bien qui satisfait le même type de besoin, mais d'une manière différente. C'est ça le bien de substitution. Par exemple, si je bois du Coca-Cola pour étancher ma soif, les biens de substitution, ce sont toutes les autres boissons qui sont capables de me désaltérer. C'est-à-dire l'eau, des jus d'orange, etc. D'accord? Qui ne sont pas... alors si je bois du Coca-Cola pour d'autres raisons, par exemple pour rester éveillé, là le produit de substitution, ce sera autre chose. Donc à chaque usage d'un bien correspond un substitut, comme on dit, partiel. Il n'est pas total. Sur cette fonction-là, oui, il est substitut. Mais sur telle autre fonction, il n'est plus. Je vous parlais, là, le besoin du Coca-Cola, satisfait par le Coca-Cola, c'est avoir de l'énergie. Là, on cherche le sucre, etc., ou la caféine, ou étancher sa soif. Et donc, les substituts qui correspondent à ces deux fonctions ne sont pas les mêmes, nécessairement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le prix d'un bien augmente? S'il augmente de manière jugée trop importante par le consommateur, donc là, déjà, c'est une hypothèse qu'il va falloir mesurer, le consommateur va délaisser la consommation de ce bien et la transférer sur la consommation de substituts. Et j'allais dire, plus le substitut est éloigné du bien principal, et plus il faudra une très forte augmentation de prix pour que le consommateur change de produit et aille vers le substitut. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est-à-dire que quand c'est une petite variation de prix, généralement le consommateur ne change rien, ou peut-être il va réduire un petit peu sa consommation sans consommer autre chose, mais dès lors que cette variation de prix est jugée intolérable pour son budget, il ne va pas hésiter à modifier totalement sa consommation. Le pain a trop augmenté, tant pis pour le boulanger, au petit déjeuner, je vais manger des biscottes.
C'est voilà le type de raisonnement que l'on peut avoir sur différents points de notre consommation en fonction de la variation des prix. La hausse du prix d'un produit favorise donc la consommation de ses substituts. Très très important ça. Donc quand les entreprises prennent des décisions pour augmenter le tarif de leurs produits, par exemple les fabricants de chewing-gum, eh bien ils doivent s'attendre, et c'est des calculs qu'ils doivent avoir en tête, à ce que la consommation de chewing-gum diminue et celle de bonbons, qui ne sont pas des chewing-gums, augmente, par exemple. Et bon, ça tombe bien, c'est les mêmes fabricants, en même temps. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc il faut vraiment regarder quelles vont être les réactions des consommateurs aux variations de prix concernant les substituts. Alors voyons maintenant quelques cas particuliers de variation des prix sur la consommation. Alors d'abord, des biens très particuliers qu'on appelle des biens à effet Giffen. Alors, qu'est-ce qu'un bien à effet Giffen ? Eh bien, ce sont des biens pour lesquels on constate la chose suivante. La hausse des revenus entraîne la baisse de la consommation de certains biens qui sont des biens inférieurs. D'accord ? Donc là, je ne parle pas des prix. Pour l'instant, je vous parle du rapport entre la consommation et le niveau de revenu. Donc là, on a des revenus qui progressent et on va s'apercevoir que quand le revenu progresse, certains biens inférieurs voient leur consommation baisser. Par exemple, le pain. C'est un exemple extrêmement classique. Ça peut être le riz dans les pays asiatiques. Donc on est vraiment sur des effets de base. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on introduit le revenu ? Eh bien, pour ces biens-là, dont la consommation diminue avec le revenu, eh bien, leur consommation augmente à nouveau dès lors que leurs prix augmentent. Pourquoi ? Parce que ce sont des biens de base. Donc, on a une augmentation du coefficient budgétaire, c'est-à-dire de la part du revenu consommé consacré à la consommation d'un bien en particulier. Donc, on a une augmentation du coefficient budgétaire quand on constate une hausse des prix de ce type de bien. Donc, deux effets, contraires, pas vraiment. Quand le revenu augmente, la consommation baisse, mais pour ce même bien, si les prix de ce bien augmentent, eh bien, la part représentée par cette consommation va augmenter. Normal. Essayez de comprendre, ce sont des biens vraiment de première nécessité, la base alimentaire. Donc si leur prix augmente, eh bien, il faut toujours en consommer la même quantité. Mais comme le prix augmenté, la part dans le budget consommé va augmenter. Et il y aura moins d'argent pour consommer le reste. Donc ce sont les biens à effet Giffen ou Giffen, on peut prononcer un peu comme on veut. À l'opposé, je dis à l'opposé parce qu'il ne s'agit pas de biens inférieurs, mais au contraire de biens supérieurs, eh bien, il y a les biens à effet Veblen, qui est un autre économiste, et qui concernent ce qu'on appelle des consommations ostentatoires. Donc ce sont des consommations porteuses de signes, c'est-à-dire des consommations par lesquelles on veut montrer quelque chose aux autres. Alors, c'est le cas des biens de luxe. Qu'est-ce qu'on veut ? Donc, ils sont porteuses de prestige social. Donc, on veut bénéficier du prestige social qui est lié à la possession des biens de luxe. Ou bien, des biens sujets à un effet d'imitation, c'est-à-dire des biens à la mode. Puisque le phénomène de mode, effectivement, c'est, au-delà du lancement de la mode, eh bien, c'est sa progression dans la population, c'est-à-dire l'imitation extrêmement rapide du comportement, généralement, de leaders d'opinion. Donc, dans les consommations ostentatoires, il y a aussi les biens qui sont à la mode. Ces biens sont d'autant plus demandés qu'ils sont chers. Donc, on est dans la relation inverse entre niveau de la demande et prix, d'une manière normale, générale, la demande d'un bien augmente quand le prix baisse. Et bien pour cela, c'est l'inverse. La demande augmente, en tous les cas, ne baisse pas quand le prix augmente. Donc c'est à cela qu'on les reconnaît.